Mesdames, Messieurs, vous êtes live. Bon échange. Merci. Bonjour à tous, il est 10 heures pile. Nous allons lancer ce deuxième épisode de la série Sport, les marques dans le monde d'après, qui vous est proposée par Sportsora et en partenariat avec Sport Business Club, Bruno Fraioli. C'est le deuxième épisode que nous vous adressons sur ce sujet-là, qui est un sujet qui nous paraissait crucial avant la crise, puisqu'on devait le traiter lors d'une conférence en présentiel chez Sportsora mi-mars. On a souhaité vous l'adresser sous forme de webinaire parce que ce sujet de l'implication des marques et de la communication responsable des marques nous paraît encore plus important aujourd'hui. Certains parlent de crash test de la raison d'être des marques en cette période de crise, et puis parce qu'on est convaincu aussi chez Sportsora, et certainement aussi vous tous, de l'intérêt que représente le sport, qui peut être un levier, un outil extrêmement précieux de preuve ou d'accomplissement de la raison d'être des entreprises. Aujourd'hui, pour nous en parler, trois intervenants que je remercie d'avoir accepté d'intervenir. Stéphane Guéril, président d'Avasport et Entertainment. Bonjour Stéphane. Bonjour. Cécile Ricourt, qui est la directrice de la communication de la Maïf. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Jean-François Rodriguez. Jean-François, vous êtes SVP Global Brand and Sponsoring d'Orange. Bonjour. Bonjour. Petit rappel avant de vous laisser la parole sur Sportsora. Aujourd'hui, ce webinaire qui sont en général des conférences réservées aux membres de Sportsora est ouvert à une communauté plus grande. Donc, j'en profite pour faire ma petite, pas minute, mais 30 secondes de pub pour Sportsora, vous expliquer qui nous sommes. Nous sommes une organisation qui rassemble 230 à peu près entités membres, des acteurs de l'économie du sport, des marques partenaires, des détenteurs de droits, des agences, des prestataires, des collectivités, des startups. Nous fédérons cet écosystème du sport auquel nous proposons des services, des rencontres, des workshops, des événements et dont nous défendons les intérêts. Et c'est un gros travail que l'on réalise actuellement dans cette période de crise. Pour en revenir à la conférence d'aujourd'hui, une première partie donc, qui sera réalisée par Stéphane, qui va revenir sur les grands défis auxquels sont confrontées les marques, les grands défis que vous avez identifiés chez Havas Sport et Entertainment. Et dans un deuxième temps, je laisserai la parole à notre compère Bruno Fraioli, qui réalisera l'interview de Cécile et Jean-François pour illustrer les réponses aux défis dont nous parlera Stéphane. Rappel des règles, on est sur une conférence à peu près de 50 minutes. Vous avez, si vous êtes membre de la communauté Bisport, la possibilité de nous poser des questions via le chat Bisport. Donc, si vous n'êtes pas encore membre de la communauté, faites-le. Ça vous permettra d'interagir avec nos intervenants. Et ensuite, vous pourrez toujours reconsulter ce webinaire. On mettra à disposition le replay. Voilà, je m'arrête là. Et Stéphane, je te laisse tout de suite la parole pour ton intervention sur les grands défis, les grandes tendances que vous avez identifiées chez Havas Sport et Entertainment. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vais du coup partager mon écran. Hop, pardon, je ne suis pas sur le bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Parfait. Juste un mot pour vous dire que donc, nous sommes Havas Sport Entertainment. Nous croyons beaucoup au pouvoir des passions pour que les marques puissent faire la différence, et donc nous aidons les marques à choisir leur terrain de jeu dans le sport, dans l'entertainment, pour laisser un impact durable et ce qu'on appelle meaningful, c'est-à-dire qui a du sens pour les gens et pour les fans en particulier. Vous m'avez demandé de reprendre un peu plus de hauteur que simplement celui du sport ce matin pour regarder dans quel monde allaient devoir évoluer demain les marques. Et donc on a retenu avec notre Cortex, une sorte d'équipe de planeurs stratégiques, de data scientists au sein d'Havas, quels sont les 4 défis majeurs auxquels les marques vont avoir à faire face dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Alors je vais vous prévenir tout de suite, ce n'est pas tellement rose, hein. On va peut-être en parler, on va essayer de trouver aussi des notes d'optimisme, mais le monde a l'air assez difficile. Le premier défi, c'est celui d'une vraie fracture, une fracture sociétale
qui semble s'installer aujourd'hui en France. En France, mais ça s'applique assez bien aussi partout dans le monde. À chaque fois que je vous ai mis deux chiffres. Le premier, 52% des 18-30 ans pensent qu'ils sortiront grandis de cette crise. Donc quand même, une certaine lueur d'espoir. Les jeunes y croient plutôt assez bien en cet avenir. En revanche, ils sont 86 à penser qu'ils auront plus de défiance demain vis-à-vis des institutions. Donc on voit que on rentre dans une fracture qui existait déjà. Hein, on parlait déjà des plus jeunes vis-à-vis des boomers, des gilets jaunes vis-à-vis peut-être qu'on pourrait opposer de manière un peu peut-être trop caricaturale, mais aux bobos parisiens. Mais il y a aussi une fracture entre les zones rouges et les zones vertes en ce moment, entre Paris-Province, entre ceux qui croient au Dr Raoult et ceux qui veulent notre type d'accompagnement dans la crise sanitaire aujourd'hui. Donc, une vraie France qui se creuse, qui se sépare et qui se déchire. Alors, quelle première conséquence pour les marques ? On pense que certaines marques vont chercher plutôt à rassembler la société. Hein. Beaucoup ont déjà œuvré dans cette période et vont continuer à le faire pour qu'on reste ensemble. Mais je pense aussi que d'autres marques choisiront clairement leur camp, peut-être celui des jeunes pour certains, et auront donc à choisir une communication qui leur permettra de toucher plutôt une cible en particulier, peut-être de se politiser. On va voir des marques devenir de plus en plus politiques. Ça, c'est le premier défi, à mon avis, qui se présente aux marques dans ce monde de demain. Le deuxième, c'est celui d'une nouvelle exigence. Encore deux chiffres, 84% des Français attendent que les entreprises se substituent à l'État pour proposer du matériel médical pour se protéger. L'État avec un grand E. 61 en revanche, 61 également, pour que les entreprises se substituent à l'État pour informer précisément sur la situation sanitaire. Ça veut dire qu'on demande de plus en plus à ces marques. On leur a demandé d'être utiles pendant cette période et on les a jugés à l'aune de effectivement leur utilité, leur rapport aux soignants, qu'est-ce qu'ils font dans cette période qui était critique pour tous les Français. Et on voit qu'ils les attendent aussi parfois pour se substituer même aux médias pour informer ces Français. Donc on va vraiment, je pense, entrer dans un monde d'une vraie nouvelle exigence, pas simplement que le produit rende bien son service, le produit rende bien la fonction pour laquelle il a été acheté, mais que la marque soit vraiment engagée derrière. On le voit aussi avec ces polémiques, de toute façon, où vous avez tous vu cette polémique sur les masques, où on a soupçonné la grande distribution d'en avoir stocké. Donc il y a vraiment une sorte de jugement qui est porté sur est-ce qu'il n'y a pas des marques qui cherchent à s'enrichir sur cette période, une vraie exigence. Le troisième, le défi de la crédibilité. Là encore deux chiffres, et vous allez voir qu'ils sont assez proches. Donc il y a une vraie ambivalence des Français qui hésitent, entre 39 qui estiment que l'engagement des marques a été plutôt opportuniste dans cette période. Ils ont refait leur copie télé, leur publicité pour se montrer plus engagés. Donc 39% ont trouvé ça quand même un peu louche, là où 32%, en revanche, le jugent sincère. Donc là aussi, je pense qu'on va rentrer dans un monde un peu nouveau dans lequel l'action, les faits, ce que fait vraiment l'entreprise derrière la marque aura plus de valeur que des simples postures de communication. À ce titre, je pense qu'on verra aussi peut-être de plus en plus des fonctions, peut-être des départements même de communication disparaître peu à peu au profit de directions de l'engagement qui seront donc plutôt portées sur l'action, même si une partie de ce que fait la communication sera embarquée dans ces nouvelles directions. Et enfin, le dernier défi, le défi de l'humanité. Après la crise sanitaire, on rentre dans une crise économique. Elle va être profonde, elle va être violente, très dure, et donc elle va s'attaquer aussi forcément à l'humain. Là, je pense que les Français, les consommateurs vont regarder la façon dont se comportent forcément les marques. Déjà, comment se sont-elles comportées vis-à-vis de ces nouveaux héros? On est passé des premiers de cordée, vous l'avez vu, à des nouveaux héros que sont les personnels soignants, les caissiers, les gens qui viennent chercher nos poubelles dans cette période, les livreurs, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, on peut dire qu'il y a une forme de changement hiérarchique de ce qui était important. Mais c'est aussi la marque employeur qui va être en question à ce moment-là. Au moment où il va falloir faire des sacrifices et peut-être pour certaines, faire des licenciements. La façon dont les marques vont se comporter vis-à-vis de leurs propres équipes, de leurs propres collaborateurs, va vraiment changer aussi l'image des marques qui concernent ces entreprises.
On voit déjà des licenciements qui ont lieu par Zoom. Les gens sont extrêmement choqués, bien sûr, ceux qui reçoivent le licenciement, l'annonce du licenciement, mais aussi ceux qui ont vu ces vidéos de cette annonce de licenciement. L'attention portée à ses propres équipes déjà dans la première partie sanitaire. Amazon a dû fermer ses entrepôts, Renault aussi ses usines à la reprise. D'autres entreprises ont le droit de rouvrir mais ne l'ont pas encore fait, comme Ikea qui a dit « j'ai besoin de plus de temps pour m'assurer que tout soit bien à la fois pour mes collaborateurs et pour mes clients ». Donc là aussi, il y aura beaucoup d'hésitation entre les marques sur la façon dont il faut se comporter dans cette période, aussi bien sur la partie crise sanitaire que sur préservation de l'emploi par rapport aux profits ou aux dividendes des actionnaires. Voilà pour moi, promis de faire court, les 4 défis qui se présentent donc à ces marques et dont on va parler, je pense, le reste de cette matinée. Celui de la fracture de la société, celui d'une nouvelle exigence vis-à-vis des marques, celui de la crédibilité de ces marques et enfin, ce défi d'humanité, de rester humain, même si on est une entreprise. Merci Stéphane, effectivement, et on te remercie d'avoir donné cette vue globale et effectivement, ce qu'on souhaitait, c'est que ce soit fait de façon beaucoup plus générale que sur notre sujet plus spécifique du sport. En revanche, est-ce qu'on a une question concernant le sport? Quelle est, toi, ta conviction? Alors, bon, j'imagine chez Avasport et Entertainment que votre conviction est que le sport peut répondre à ces différents enjeux. On va le voir ensuite avec Cécile et Jean-François, mais peut-être un premier avis. Le sport va bien sûr répondre à beaucoup de ces défis. Le sport est une extraordinaire plateforme pour pouvoir montrer du sens et montrer de l'engagement d'une entreprise. Ce qu'elle fait par ailleurs pour la société, ce qu'elle peut faire aussi pour l'environnement. On va passer de discours moins de posture, c'est sûr, à des activations de sponsoring qui vont remettre au cœur des activations justement plus le purpose, la raison d'être et les engagements de cette entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça dépend aussi de la façon dont on va reprendre le sport. Reprendre à huis clos, les grands événements sans doute auront des difficultés à se tenir, va faire qu'on va devoir aller chercher aussi d'autres formes d'interaction avec les publics, parfois plus dans l'e-sport, parfois plus dans le gaming, parfois en activant aussi un peu plus les joueurs qu'on arrive à le faire aujourd'hui. Les joueurs sont très pris, faut bien le reconnaître, parfois ça les dérange un peu, ils viennent un peu en râlant. Je pense que dans les discussions que les clubs peuvent avoir aussi avec les joueurs, il y aura aussi un sujet de leur demander un petit peu plus parce que les marques ont eu un peu moins avec des fins de saison qui n'ont pas eu lieu, peut-être encore une fois des reprises de championnat à huis clos. Il faudra que peut-être que s'investisse à côté des marques. Donc il y a un vrai potentiel dans le sport dans la reprise. Et puis dernier point, c'est que le sport, c'est aussi des joies, c'est aussi des émotions communes, des célébrations de Français ensemble. Et on va avoir besoin de ça aussi. On a besoin de ce partage et d'émotions positives. On a eu beaucoup de très fortes négatives. Le sport va nous apporter ça et des moments de cohésion et donc aussi de réduire cette fracture. Merci beaucoup Stéphane pour cette introduction au débat. Je vais laisser la parole à Bruno Fraioli, donc de Sport Business Club, qui va du coup animer le débat ou l'interview avec donc Cécile Ribourg de la Maïf et Jean-François Rodriguez d'Orange. Bruno, la parole est à toi. Bonjour à tous. Merci Stéphane pour cette présentation. Donc 4 points, 4 défis majeurs pour cette rentrée sportive. Notamment, donc j'ai noté le défi de la fracture, celui d'une nouvelle exigence, le défi de la crédibilité et le défi de l'humanité. Tout cela, donc, il y a un intérêt pour les marques, mais il y a aussi un intérêt pour le sport en général. On va en parler donc avec Cécile Ribourg, qui est directrice de la communication de la Maïf. Bonjour Cécile. Et Jean-François Rodriguez, donc senior vice-président d'Orange. On va commencer par vous, Cécile. Une marque, alors avec un point notamment, donc l'exigence, une marque doit être utile. C'est évidemment le cas pour une mutuelle.
Évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, on a bien vu, c'est ce que Stéphane disait, hein, vous m'entendez pas? Ça passe. L'humain était une vraie priorité au cœur des préoccupations. Du coup, les entreprises ont dû se demander comment est-ce qu'elles pouvaient être utiles, effectivement, contribuer et surtout prendre soin de leurs parties prenantes, de leurs collaborateurs, de leurs clients, bien sûr, et de la société. La Maïf, nous, on a réagi très tôt, dès le début, hein, en fermant tous nos sites, en décidant de maintenir l'ensemble des salaires à 100%, par exemple, de ne pas recourir aux dispositifs d'État en termes de chômage partiel, hein, pour ne pas faire peser sur le reste de la communauté des aides qui pourraient aller à des entreprises plus vulnérables. Voilà, on a pris aussi un certain nombre d'initiatives très rapidement pour nos sociétaires, en essayant à chaque fois d'être au plus près des besoins de chacun. Voilà, et puis des actions qui étaient vraiment en lien avec notre cœur de métier. On a, par exemple, pris la décision d'assurer, de proposer des véhicules de remplacement gratuitement pour les soignants, hein, d'élargir toutes les garanties à la panne 0 km, voilà, de proposer également des actions plus spécifiques de résiliation, par exemple, pour tous les pros. Et puis, évidemment, on a pris une mesure assez emblématique, hein, qui était de rembourser, de reverser les économies réalisées pendant la période auprès de nos sociétaires concernés, puisqu'il y a eu effectivement beaucoup moins d'accidents automobiles. Voilà, on a estimé le montant de ces économies réalisées à 100 millions. Et puis j'évoquais aussi le fait de pouvoir prendre soin de la société au sens plus large du terme. Du coup, on a monté ce dispositif qui permettait à la fois d'apporter notre soutien à nos sociétaires qui en avaient besoin et en même temps de les inclure ou les engager avec nous dans une démarche pour ceux qui le souhaitaient, pour ceux qui le pouvaient, de faire un don au secteur qui nous paraissait être clé pendant cette crise, à savoir effectivement les soignants, la recherche et l'action sociale. Voilà, donc c'est assez emblématique pour nous, en tout cas, de la manière dont on voulait être au plus près et en soutien de nos publics. Cécile, est-ce que vous pensez qu'il faudra renforcer justement cet angle de communication désormais pour une marque et même encore plus pour une mutuelle comme la vôtre? Je pense que pour la Maïf, en tout cas, on cherche avant tout une forme de cohérence entre une stratégie de l'entreprise, un engagement extrêmement fort au profit de la société, de l'environnement. Cette cohérence, évidemment, elle est assez prégnante dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, elle le sera demain. Je pense que, je ne sais pas si c'est absolument l'utilité qu'il va falloir prôner en permanence. Dans la communication, il y a aussi une part de divertissement. Je pense qu'on le voit bien en ce moment, hein, les écrans publicitaires enchaînent les prises de parole pour dire merci, prouver l'engagement. Je ne sais pas si ça, c'est soutenable pendant très très longtemps. Je pense que le plus important, c'est la sincérité dans le discours. Entre ce qu'est fondamentalement la marque, son ADN, ce qu'elle a envie de porter et le rôle qu'elle tient en fait auprès de ses publics. Tout le monde n'a pas forcément vocation à aider les soignants, hein. Je pense qu'il y a quelques marques de burgers notamment qui ont fait des très belles campagnes qui étaient totalement cohérentes avec à la fois une forme de responsabilité et en même temps ce qu'elles proposent à leur public. Garder la cohérence, effectivement, et ça peut être également hein, dans le domaine du sport. Est-ce que vous pensez que finalement, le sport peut être reconnu comme utilité publique? Oui, Stéphane en a parlé tout à l'heure. Le sport, il a des fonctions absolument clés, des fonctions d'inclusion sociale. C'est forcément un vecteur aussi économique et essentiel pour la société. Et puis, nous, à la Maïf, on croit aussi également que c'est un formidable levier au service de l'environnement. C'est un peu le positionnement que la Maïf a décidé d'adopter pour l'ensemble de nos actions dans le sport, c'est-à-dire vraiment œuvrer pour un sport éco-responsable, puisque avec 36 millions de pratiquants en France, on sait qu'on a des moyens, des leviers de pouvoir agir sur la société en intégrant des filières de recyclage, des filières, des Fab Labs, en travaillant très en amont sur les sujets d'alimentation, etc., etc., et donc d'avoir un impact qui est à la fois social, environnemental et évidemment économique pour l'ensemble de la filière. Stéphane Guéry, justement, donc tout à l'heure, vous avez parlé de ces défis. Cette nouvelle exigence également, elle s'impose également au domaine du sport. Oui, c'est sûr que quand on va être organisateur de compétitions sportives,
mais aussi de championnat. Il va sans doute falloir retravailler la dimension inclusion, comme on vient d'en parler, mais aussi effectivement la façon, l'impact CO2 des différentes compétitions. La mobilité aussi des fans, des supporters qui viennent assister à ces compétitions seront sans doute des choses regardées de beaucoup plus près. On a vu en quelques jours, en quelques semaines, changer aussi la valeur de ce qui était cool sur Instagram. Alors bien sûr, on n'avait plus la possibilité de prendre l'avion, mais on n'aurait certainement pas eu l'idée de se prendre dans un aéroport ou dans un avion en train de se dire c'est cool, je pars enfin en vacances ou je vais à Marseille, je vais me réfugier dans le sud. Ce sera sans doute, ça va sans doute durer un peu. Et donc, on voudra se montrer dans des actions, dans des engagements, y compris dans le sport, où on agit de manière responsable, et ça, ce sera durable. Alors Jean-François Rodriguez, on va parler d'un autre défi, celui de la fracture. Hein, c'est le premier qui a été présenté par Avasport et Stéphane Guéry. La société se fracture encore plus. Le travail d'Orange, justement, c'est le contraire. Hein, c'est de rassembler les populations. Ben exactement, c'est-à-dire que si on en revient à notre cœur de métier, à notre ADN, c'est bien de faire en sorte que ces réseaux soient mis en place pour que les gens puissent communiquer les uns avec les autres. Et là, notre promesse qui s'appelle vous rapprocher, qui est vous rapprocher de l'essentiel, elle prend toute sa forme durant cette période de crise, car c'est bien grâce à nos réseaux qui ont tenu le coup, hein, d'ailleurs, pendant cette période un peu forte où ils ont été très sollicités, que nous avons aujourd'hui cette conférence en ligne. C'est grâce à ces réseaux qu'on a pu continuer à travailler, c'est grâce à ces réseaux qu'on a pu garder le lien social avec les autres, c'est grâce à ces réseaux qu'on a pu se divertir et c'est grâce à ces réseaux qu'on a pu s'éduquer. Alors bien évidemment, ils ont été extrêmement sollicités, hein. La data mobile a été multipliée par 2 ou par 3, la voix pareil. Ils ont tenu parce qu'en fait, nos techniciens étaient sur le pont. Eux aussi sont un peu des héros parce qu'il y a eu plus d'1 million d'interventions qui ont été réalisées pendant cette période par nos techniciens pour que tous ces réseaux tiennent le coup, parce qu'on sentait bien que s'il y avait une faille de réseau importante, il y avait une grosse partie de la société qui déjà n'était pas dans une situation très favorable, qui risquait de s'effondrer. Donc, notre rôle a été crucial, pas seulement en France, hein, d'ailleurs, parce que malheureusement, cette pandémie a lieu partout. On est présent dans 27-28 pays. Bon, tous n'ont pas été aussi gravement atteints, heureusement, que la France ou l'Espagne, hein, qui sont les 2 pays où nous sommes présents, qui ont été très atteints. Mais il y avait 3/4 des boutiques d'Orange, hein, qui étaient fermées dans le monde. La plupart de notre personnel travaillait en télétravail. Donc, ça veut dire que partout, on a eu ce rôle à jouer qui est de lien social avec nos réseaux. Justement, Jean-François, si on en vient sur ce lien social, comment ça s'est traduit pour Orange pendant cette période de confinement? Vous avez continué à communiquer. C'était pour montrer que vous voulez garder le lien avec vos consommateurs et avec les Français. Comment ça s'est passé concrètement? Exactement. Donc, on a continué à communiquer alors de diverses façons. Sur certains pays, par exemple d'Afrique, on savait qu'il y avait des choses importantes qu'il fallait qu'on véhicule aussi en tant que marque pour prendre aussi et pour aider et accompagner les gouvernements. C'est ce que disait Stéphane dans son étude. Les gens attendent aussi des marques qu'elles agissent. Parfois à la place des gouvernements, bon à la place je ne sais pas, mais en complément, en tout cas ça me semble plus malin, et en complément des gouvernements, donc on a beaucoup communiqué sur les gestes barrières via nos boutiques, via nos réseaux. On a beaucoup communiqué autour aussi de l'e-éducation, parce qu'en Afrique il y avait un gros problème sur les écoles qui fermaient les unes derrière les autres, donc on a beaucoup communiqué autour de ça. Et puis après en Europe, et si je prends l'exemple de la France, là aussi on devait être très très aligné avec ce que nous sommes, avec ce qu'est l'ADN d'Orange. Et on a lancé une plateforme qui s'appelle On reste ensemble, parce qu'en fait, on est parti du constat que nos aînés n'ont pas accès aux outils de visioconférence. Et comme ils ne pouvaient plus voir leur famille, le seul lien qu'ils avaient était un lien de voix, un lien téléphonique. Pour leur permettre de les voir, on est passé par le média télé, parce que c'est le média qu'utilisent le plus nos aînés. Alors du coup, on a mis en place une plateforme, On reste ensemble, qui permettait aux familles de déposer un message vidéo d'une dizaine de secondes. On prenait, nous, 2-3 de ces vidéos,
on les montait sous un format pub d'une 30aine de secondes et après, on les passait en spot télé. Évidemment, les gens qui avaient réalisé ces vidéos étaient prévenus que leur vidéo allait passer, à quel moment elle allait passer, sur quelle chaîne elle allait passer, de façon à ce qu'elle puisse prévenir l'aîné pour qu'il se trouve devant la télévision et qu'il voit sa famille. Donc, on a mis ça en place mi-avril. On avait prévu de faire une dizaine de jours de campagne de ce type en achetant des spots télé, en achetant des spots sur TF1 et France Télévisions en particulier. Et puis, on l'a prolongé. On l'a prolongé jusqu'au 10 mai parce qu'on a eu un très, très gros succès, des très, très bons retours, très positifs. Et on a fait plus de 130 spots différents pendant cette période d'une vingtaine de jours. Donc, on a arrêté le 10 mai, juste avant le déconfinement. Et ça aussi, cette plateforme On Reste Ensemble, encore une fois, elle est dans l'ADN d'Orange. Et je pense que c'est ce que disait aussi Stéphane. Je pense que la sincérité d'une marque dans une période comme ça, elle est clé. Et donc, du coup, tout est cohérent chez Orange. C'est-à-dire, on a un réseau qui sert à lier les gens les uns avec les autres. On a une promesse qui est vous rapprocher de l'essentiel. On a une plateforme qui est On Reste Ensemble, qui était liée avec ces deux choses-là. Donc, on a été cohérent là-dessus. Et du coup, on a eu des retours très positifs. Jean-François Rodriguez, est-ce que le sport peut être un élément justement qui favorise ce rassemblement et notamment, est-ce que Orange travaille avec le sport pour essayer de rassembler les populations, les publics? Alors ça, il n'y a pas de doute, hein, je vais un peu paraphraser ce que disait Cécile tout à l'heure, mais c'est vraiment un phénomène d'inclusion. Donc le sport, c'est être ensemble. Dans un stade de foot, il y a tous les milieux sociaux. Quand on va voir un match au PSG, il y a de tout. C'est là du président de la République à l'ouvrier qui travaille à la chaîne de chez Renault. Donc c'est vraiment tout. Nos clients, c'est tout le monde. Dans les clients d'Orange, on a 250 millions de clients dans le monde. Il y a de tout. Donc oui, le sport est important parce que ça permet de réunir des gens autour d'une même passion. Oui, notre rôle en tant qu'opérateur est important dans ce monde-là, surtout dans cette période où malheureusement on entend dire que beaucoup de matchs joueront à huis clos sur les différentes géographies où on est présent. Donc ça voudra dire qu'il faudra inventer une nouvelle façon de les diffuser, et pas simplement via la télévision, mais aussi via les outils numériques. Et donc voilà, et faire vivre cette passion aux gens d'une façon un tout petit peu différente qu'ils avaient l'habitude de la faire vivre. Et on sera là pour accompagner le monde du sport avec notre technicité et notre technologie. On en parlera justement tout de suite après. Stéphane Guéry, justement, vous avez parlé de fracture, de Paris contre province, de Gilets jaunes contre les bobos verts. Enfin, il y a beaucoup de zones de conflit. En revanche, moi, il y a un truc qui m'a marqué là, il y a quelques jours, c'est que dans le sport, il y a des groupes de supporters, même européens, qui se sont unis de différents clubs pour faire passer un message, notamment pour dire bon non, le foot, peut-être qu'on commencera un petit peu plus tard. Justement, ça montre la valeur d'inclusion du sport. C'est important ça pour une marque, non? Bien sûr que c'est important. Ça va être encore plus important dans cette période. Mais ce qui va être important aussi, c'est qu'on arrive à retrouver quand même ce qu'apporte aussi le sport normalement, c'est sa puissance. Alors, parce qu'on a beaucoup parlé à la fois des valeurs, mais aussi de la capacité à porter les raisons d'être, mais c'est aussi la puissance qui risque de manquer dans cette période. Ces supporters qui s'unissent en disant bon c'est pas grave, on reprendra plus tard, l'important c'est plutôt la sécurité, la santé, c'est vrai. Et d'un autre côté, les marques vont considérablement manquer de visibilité, de puissance, de couverture sur cette période, et qu'il va falloir aller chercher ailleurs dans cette période. Je voulais aussi, si tu veux bien, revenir sur le sujet de la substitution à l'État, ou en tout cas à la complémentarité. Ça a été vrai sur les sujets sanitaires, c'est vrai aussi sur les sujets d'information, mais je pense que ça va être vrai aussi dans le sport. Le sport est aujourd'hui dans un état financier catastrophique, 30% de revenus en moins des droits de retransmission qui n'ont pas été payés jusqu'au bout parce qu'il n'y avait pas eu de retransmission. Pas de revenus de billetterie aussi de ces matchs et de ces compétitions qui ne se sont pas terminées. C'est une catastrophe. Il va falloir aussi peut-être que les sponsors se mettent dans un autre état d'esprit où ils viennent aussi se substituer peut-être à d'autres sources de revenus et revoir aussi les conditions auxquelles ils sont partenaires de ces sports pour aussi les aider peut-être un peu plus financièrement dans cette nouvelle ère qui s'ouvre. Troisième point dont vous avez parlé tout à l'heure, Stéphane Guéry, c'est l'humain, l'humanité, le défi de
de l'humanité. Cécile Ribourg, à la Maïf, est-ce que le rôle d'une mutuelle, ce ne serait pas aussi justement de mettre en avant tous ces héros, les héros du quotidien? Le modèle mutualiste, il est vraiment fondé effectivement sur l'humain, puisqu'en n'ayant pas d'actionnaire, le modèle fonctionne sur la solidarité et l'entraide entre les membres d'une communauté. Donc intrinsèquement, c'est vrai qu'on a cet ADN dans nos gènes. On a évidemment, alors on n'aura pas nos héros du quotidien à nous, hein, évidemment on n'aura jamais la prétention d'aller se comparer à des soignants, enfin à tous les gens qui sont mobilisés pendant la période. C'est vrai qu'on a nos conseillers qui œuvrent, qui sont mobilisés au maximum pour pouvoir accompagner nos sociétaires. On a nos sociétaires aussi hein, qui ont fait preuve d'un bel engagement. Je pense que ça repose aussi sur une vraie conviction qui est que si l'interne doit être prioritaire, ça rejaillit forcément sur la manière dont on va traiter nos clients. Elle est forcément codépendante de la manière dont on traite ses collaborateurs. À Maïf, on appelle ça donc la symétrie des attentions. C'est au cœur de notre modèle, c'est au cœur de notre plan stratégique. Et puis, pour vous donner un exemple, récemment, on a réobtenu la note de 99 sur 100 à l'index Pénicaud pour l'égalité homme-femme. Et puis, dans le même temps, on a reçu pour la 16e année consécutive le premier prix pour la relation client. Voilà, on aime à penser qu'effectivement, on est en miroir de ce qu'on véhicule auprès de nos sociétaires. Et puis on travaille aussi avec un écosystème beaucoup plus large hein, qu'on s'attachait aussi à mettre en avant. On a décidé de résumer notre engagement en communication par le slogan « Chaque acte compte ». Et puis l'année dernière, par exemple, on a cherché à mettre en avant effectivement des partenaires comme le fondateur de Surfrider, hein, qu'on est allé filmer pour qu'il nous explique son engagement à la fois en tant que sportif et puis derrière au profit dans l'environnement dans lequel il évolue. Voilà, et on a cherché des associations, des responsables d'organismes avec lesquels on travaille, parce qu'on pense que les entrepreneurs qui s'engagent, et puis de manière générale, tous ceux qui cherchent à avoir un impact positif, permettent de montrer que c'est possible et de trouver des nouvelles solutions. Est-ce qu'une entreprise qui soigne ses collaborateurs, ses équipes, c'est finalement aussi une entreprise, une société, une marque qui soigne son image à l'extérieur? Je pense qu'on est dans une période où les citoyens, les consommateurs ont un niveau d'exigence en matière de transparence qui est assez important et qui ne va ne faire qu'augmenter. Je pense que ce serait très compliqué de raconter des choses et d'essayer de travailler une image si derrière, la réalité ne suit pas. On est quand même dans une ère d'absolue porosité entre les différentes communautés. L'exposition médiatique, les réseaux sociaux font que ça me paraît très, très compliqué d'avoir. Et puis, on voit bien que les citoyens aujourd'hui, dans l'ordre de priorité, par rapport à des questions d'attractivité de marque ou de produit, ils s'intéressent très, très fortement à la manière dont une entreprise va traiter effectivement ses collaborateurs. Et puis, dernière chose, Maïf est très engagé dans le sport, notamment à travers l'athlétisme et plusieurs fédérations sportives. Est-ce qu'une entreprise sportive a aussi une meilleure image à l'extérieur? Je pense qu'à partir du moment où le partenariat avec le monde sportif, il est basé sur des valeurs communes, des convictions aussi communes par rapport aux valeurs que porte le sport, par rapport à son rôle dans la société, je pense que c'est essentiel. Après, là aussi, hein, c'est une question de cohérence avec ce qu'est l'entreprise au fond. Je pense que faire de l'affichage ou du marquage maillot sans avoir aucune réalité, sans que ça retrouve aucune réalité et promouvoir à l'extérieur, j'en sais rien, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi et l'engagement, si c'est vécu en interne à l'opposé et si les produits ou si l'entreprise cherche à faire uniquement du profit, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Et puis alors, le dernier point levé par Avasport Entertainment, c'est le défi de la crédibilité. Jean-François Rodriguez, tout à l'heure, vous en avez déjà un petit peu parlé, parce que finalement, c'est moteur chez vous, hein,
vous posez, très vulgairement, hein, vous posez quand même des tuyaux pour relier les Français les uns les autres. C'était très important, hein. C'est un défi technique très important à montrer et à relever pendant cette période de confinement où la consommation a augmenté. Et il fallait montrer également, en tant que marque, en tant qu'entreprise, que votre communication n'était pas opportuniste. Ouais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, avec la plateforme on reste ensemble. Il fallait vraiment qu'on soit très aligné avec ce que nous sommes. Encore une fois, hein, j'insiste, hein, le lien social est clé dans cette période de confinement. Il fallait que les gens puissent communiquer les uns avec les autres pour plein de raisons différentes. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a fait aussi, comme disait Cécile, avec nos collaborateurs, bien évidemment. Et pour revenir sur la question que vous lui posiez, à savoir si ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, eh bien oui, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, car malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, tout se voit. Il y a une transparence qui est très forte avec les réseaux sociaux, une porosité de la communication qui est très, très importante. Ça oblige aussi les entreprises, et tant mieux, à agir à l'extérieur de la même façon qu'elles agissent à l'intérieur. Donc nous, pareil, hein, le lien social avec nos collaborateurs ne devait pas être rompu. Nous avons dû renforcer évidemment tous les réseaux internes de l'entreprise de façon à ce que tout le monde puisse être en communication les uns avec les autres. Et évidemment, socialement, pareil que la Maïf, nous n'avons pas enclenché de chômage partiel ou des choses de ce type-là. On n'a pas demandé l'aide du gouvernement, évidemment, et on a agi en pleine comment dire, une responsabilité d'entreprise de notre taille. Donc, voilà, quoi, il faut absolument garder la ligne. C'est un mot important, ça, la responsabilité. Alors justement, vous allez en avoir une responsabilité dans le monde d'après, comme on dit, dans le sport du monde d'après, qui pourrait être à huis clos, qui pourrait être virtuel. Est-ce que chez Orange, vous avez déjà réfléchi aux différents nouveaux modèles techniques pour couvrir le sport, pour pouvoir faire passer cette émotion, hein, l'émotion que peut ramener justement le sport? Bien sûr. Alors, au niveau technique, vous savez, on a des équipes qui sont très mobilisées sur les grands événements sportifs, hein. Par exemple, le Tour de France, chaque année, bah, c'est les équipes d'Orange derrière qui permettent qu'il y ait une retransmission qui fonctionne sur l'ensemble des réseaux. L'Euro 2016, qui était un énorme événement sportif, là aussi, c'est nos équipes qui ont monté l'ensemble des dispositifs pour qu'on puisse voir les images à travers le monde entier dans des très bonnes conditions. Donc ça, c'est nos métiers, j'allais dire de base, mais de très grande technicité. Donc on a une capacité à faire passer beaucoup d'événements sur nos tuyaux de façon à ce que le plus grand nombre puisse les voir. Alors on s'attend à ce que justement, parce que les matchs seront à huis clos, probablement pendant un certain temps, sur l'ensemble de nos géographies, hein, je ne parle pas simplement de la France, eh ben, on s'attend évidemment à ce que nos tuyaux soient fortement sollicités, et donc on va s'attacher à renforcer évidemment toute cette partie technique autour des grands stades et autour des grands événements. Par ailleurs, il y a aussi la 5G qui va arriver. Alors, elle a pris un petit peu de retard hein, avec ce qui vient de se passer, pas simplement en France, mais un peu partout, mais elle va arriver. Et elle aussi, elle va nous permettre d'utiliser les réseaux mobiles pour le monde du sport, en pleine mobilité. C'est-à-dire que là, évidemment, il y a des sports qui sont, on va dire, plutôt fixes, c'est-à-dire les spots qui sont dans des stades, le foot, le tennis, par exemple, où là, c'est plutôt nos réseaux fixes qui pourraient prendre le relais, mais il y a des sports qui bougent énormément, comme le vélo. Le Tour de France cette année, je ne sais pas comment ça va se passer. Et donc, comment est-ce qu'on utilise la technique pour faire vivre des émotions à des spectateurs qui, malheureusement, ne pourront pas se rendre dans ces lieux-là. Et là, on travaille évidemment avec aussi des startups, avec des agences de communication, de sport qui nous accompagnent sur ces sujets-là, de façon à voir comment utiliser toutes ces technologies pour faire vivre le moment. Il faut aussi que, là aussi, il faut toujours être aligné avec ce que nous sommes. Et vous savez, Orange a un nouveau plan stratégique 2025 qui sera présenté à l'Assemblée générale de la semaine prochaine, le 20 mai. Et dans ce plan stratégique, il y a, on va dire, 3 pans qui sont très importants, en tout cas pour le débat d'aujourd'hui. Le premier, c'est l'inclusion numérique. Et ça, on a vu
dans cette période qu'il était très important d'avoir accès au réseau, d'avoir accès à un PC, à une tablette, à un téléphone mobile, et surtout de savoir s'en servir aussi, parce que ce n'est pas le tout de l'avoir, mais il y a aussi une éducation qu'il faut aussi apporter aux gens. Donc ça, c'est dans notre plan stratégie A2025. On a déjà commencé à le faire sur l'ensemble de nos géographies, et on va renforcer ce plan-là. Et une deuxième partie du plan qui me tient à cœur, c'est l'environnement. Et là aussi, on va renforcer cette force, et on le voit bien que c'est clé dans le monde actuel. Et l'étude de Stéphane montrait aussi un peu ça. Les gens attendent aussi à ce que les marques agissent sur ce côté environnemental. Et si je fais la boucle avec le sport, on a mis en place depuis quelques années un programme qu'on appelle Game of Change, qui est on invite les spectateurs de grands événements sportifs à ramasser l'ensemble des plastiques, à les mettre dans des bennes, qui sont des bennes oranges, et avec des startups, avec tout le plastique qui est pris, on fabrique des maillots et ou des terrains de foot en synthétique pour les enfants, plutôt dans les pays subsahariens. Et maintenant, on commence à attaquer aussi toute la zone du nord de l'Afrique, Tunisie, Maroc, Égypte, où nous sommes présents. Donc là aussi, c'est comment, grâce au sport, parce qu'il y a une réunion de tous, on peut agir tous ensemble pour le bien de la planète, et puis au final, faire en sorte que les enfants de ces pays-là qui n'ont pas toujours les ressources puissent avoir des maillots, des ballons de foot et des terrains pour pouvoir jouer. Merci Jean-François Rodriguez. Justement, je voulais en parler un petit peu de l'environnement, mais peut-être, Antoine, il y a peut-être des questions justement autour de l'environnement. Tout à fait. Une question en effet qui est ressortie, c'est alors plus globalement sur les politiques RSE. Quelle grande différence vous faites justement d'un côté Orange et de l'autre Maïf entre les politiques RSE des entreprises qui sont engagées dans le sport et l'engagement dont vous parlez aujourd'hui? Je vous laisse peut-être répondre tous les deux, peut-être à commencer par vous. Pour moi, il n'y a pas de différence, hein, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si tu prends un engagement sur une thématique, celle de l'environnement par exemple, tu dois la décliner partout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu dois la décliner évidemment en interne. Donc comment est-ce que tu agis en interne autour de l'environnement pour faire baisser ta facture carbone dans l'ensemble? Donc je sais pas, ça peut être passé par des véhicules qui sont électriques pour l'ensemble de la flotte d'Orange, ça peut passer par des serveurs qui utilisent moins d'électricité. Donc ça, c'est tout l'interne, comment tu gères aussi l'ensemble de tes bâtiments. Et puis ça se voit jusqu'au bout, je ne vais pas faire toute la chaîne, mais jusqu'au bout de la chaîne. Et quand on devient sponsor du sport, c'est comment est-ce qu'on agit en tant qu'acteur responsable pour faire en sorte que ce qu'on a mis en place, par exemple en Afrique, que je racontais, du coup, ça serve aux habitants qui habitent ces pays-là et que ça serve l'environnement. Donc voilà, c'est de bout en bout pour moi. Stéphane, vous voulez intervenir? Et je pense aussi, en écoutant les marques qui sont présentes aujourd'hui, on voit bien qu'elles ont largement avancé en quelques années sur à la fois leur responsabilité sociétale, l'intégration, la façon dont elles se comportent vis-à-vis de leurs collaborateurs, mais aussi sur l'impact qu'ont leurs activités sur la planète. Et je pense qu'elles sont souvent plus en avance parfois une fédération, un club, parfois une ligue dont les enjeux étaient autres, les priorités étaient ailleurs dans un premier temps. Et je pense que ces partenaires peuvent maintenant apporter beaucoup plus que simplement l'association financière et de visibilité et d'activation pour aider aussi ces organisations sportives à devenir aussi plus respectueuses et de la société et de l'environnement. Justement, environnement, Cécile Ribourg à la Maïf, c'est très important. Vous avez mis en place sur les événements sur lesquels vous êtes, notamment avec l'athlétisme et l'Équidène de Paris, des systèmes pour avoir le zéro déchet, le zéro carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, cet objectif se conjugue bien avec toutes les contraintes que l'on peut rencontrer dans ce monde d'après? Comme le disait Jean-François, effectivement, notre engagement il est
on a mis dans notre raison d'être le principe d'une attention sincère portée à l'autre et au monde, et on cherche à l'appliquer finalement dans toutes nos activités. C'est pour ça qu'on ne peut pas, comme disait aussi Stéphane, envisager un partenariat sportif uniquement sous l'angle je te donne des sous et je récupère un logo qui est mis quelque part. On profite justement de ces partenariats avec l'ensemble des fédérations pour trouver des nouvelles solutions, pour imaginer comment est-ce que un événement sportif, par exemple, peut à la fois être neutre en carbone, être zéro déchet et participer de l'éveil aussi à la conscience, le changement des comportements des pratiquants, de ceux qui sont autour. Effectivement, donc Maïf Ekiden en était une belle expression en fin d'année dernière. On avait travaillé sur l'intégralité de la chaîne, que ce soit la filière textile, que ce soit les brassards recyclables, les points de ravitaillement en vrac et uniquement avec de la vaisselle en location. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça pose des milliards de questions, on l'a bien dit, entre comment on retranscrit cette émotion à distance, côté Orange, et puisque disait Stéphane, la puissance du sport en tant qu'événement qui rassemble, une forme de communion, il va falloir qu'on trouve forcément des nouvelles modalités. Je pense que l'intention et la volonté d'avoir un impact positif à travers tout ça, ça va absolument pas changer. C'est-à-dire les principes qu'on s'est fixés et le chemin qu'on prend avec les fédérations. On avait beaucoup travaillé aussi pour les championnats d'athlétisme, qui n'auront pas lieu sur des questions de mobilité, mobilité douce, réduire les transports, réduire les distances, organiser effectivement le zéro déchet. Ces modalités-là, il va falloir les réinventer. Ça va être des trucs extrêmement concrets. Effectivement, on parle de ravitaillement en vrac pour diminuer la pollution, les emballages. Demain, clairement, ça ne va plus être possible. Il va falloir qu'on trouve effectivement et qu'on invente avec tous nos partenaires d'autres moyens d'arriver aux objectifs qu'on s'était fixés. Parfait. 45 minutes de débat. Antoine, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ou est-ce qu'on clôt ce webinaire? Quelques questions en effet que je vais vous poser à tous les trois. Peut-être commencer par vous, Stéphane. Une question d'un auditeur. Des questionnements apparaissent sur la faisabilité de Paris 2024 à compléter son pool de partenaires, mais les marques finalement devraient y courir à vous entendre, nous dit cet auditeur. Qu'en pensez-vous là-dessus, sur sa remarque? Sur leurs difficultés ou sur ce qu'elles devraient y courir? Au contraire, ouais. Sérieusement, on voit que les enjeux ne sont pas simplement de la visibilité, seront aussi pour les marques de montrer à quel point elles sont engagées dans la société, dans une relance, dans une reconquête, à ressouder la France et les Français qui sont en train de se fracturer, et je pense que ça va être violent, comme je l'ai dit. Et puis de montrer aussi qu'elles cherchent à avoir une activité qui a un impact effectivement zéro carbone et sans déchets. Je pense vraiment que Paris 2024 est en train de tout faire pour le développer avec sincérité et de trouver des partenaires qui peuvent l'aider à le rendre possible. Donc ça prend du temps, c'est normal. Bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle ce qui vient d'arriver pour Paris 2024, il faut le reconnaître. Mais il y a quand même plus qu'une histoire à raconter, un engagement sincère pour ramener la France en 2024 à un niveau peut-être au-dessus de ce qu'il était avant cette crise. Là, on va redescendre un petit peu en termes économiques, mais Paris 2024 peut être un super rebond, un super sursaut, pas simplement pour faire de la communication, mais aussi pour relancer une entreprise. Une question pour vous, Jean-François, sur l'une des technologies que vous avez mis en place, sur le système Fluvision pour le tourisme. Et l'une des questions, est-ce que ça peut être un outil pour observer les flux de population et donc être utile à la gestion post-Covid-19? On a accompagné déjà l'État et les autorités sanitaires là-dessus pour voir un peu comment a été le flux des personnes. Vous savez, quand il y a eu la migration de Paris vers la province et les gens qui sont partis vers les zones de villégiature proches des plages. Donc, on travaille évidemment sur ça. Il y a aussi beaucoup de discussions, comme vous le savez, vous avez probablement lu ça dans les journaux, avec des applications diverses et variées qui pourraient aussi aider les autorités sanitaires
pour voir où sont ce qu'ils appellent les clusters et faire en sorte de trouver les liens entre un porteur du virus et puis toutes les personnes qu'il a touchées pour pouvoir tester l'ensemble des personnes. Tout ça, bien évidemment, sous l'égide des autorités sanitaires, de l'État, de la CNIL, etc. Donc, il y a des discussions en cours pour effectivement accompagner, grâce à nos réseaux, les autorités sur ce sujet-là. Très bien. Et je vais prendre peut-être une dernière question. En tout cas, c'est un sujet qui revient sur le chat quant au sport amateur. Et ne pensez-vous pas justement que finalement l'engagement des marques dans le sport va devoir impérativement passer par le soutien du sport amateur après ce que nous traversons? Peut-être question du coup pour tous les deux, à la fois pour vous Cécile et Jean-François. Cécile, vous voulez que j'y aille? Bon, oui, allez-y. Comme vous voulez. Je pense qu'il faut soutenir l'ensemble de la filière, ce que disait Stéphane. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas faire la différence entre le sport professionnel et le sport amateur. Les deux se tiennent. C'est-à-dire, si on ne soutient pas le sport professionnel, le sport amateur, il n'existe pas non plus. On voit bien comment vont les flux financiers des fédérations. Les grandes chaînes de télévision payent pour les grands clubs et les grands matchs. Et finalement, de ce flux financier, tout le monde profite. Stéphane parlait aussi des JO 2024 qui vont arriver. Hein. D'ici 4 ans, ils sont là, donc ça va aller vite. Le temps passe très, très vite. Et là aussi, ça va être une formidable ressource pour tous ces sports qu'on voit peu à d'autres moments de l'année et qui vont être aidés et impulsés, en particulier en France, puisque l'ensemble des athlètes pourront être qualifiés et qui vont être impulsés par ça. Donc, je pense que naturellement, l'ensemble des investissements qu'on fait vont aider le sport amateur. Après, il y a des pays sur lesquels on est plus présent dans le sport amateur que dans d'autres. C'est des pays où le sport professionnel est un peu plus faible aussi. Donc, on accompagne, suivant les besoins, l'ensemble de la filière. Ouais, et on continuera à le faire. De notre côté, je pense qu'à partir du moment où on se dit que le sport est un vecteur d'inclusion sociale, il y a forcément une dimension au cœur des territoires extrêmement locale qui est clé, puisque effectivement le sport professionnel, ça touche un nombre de gens en masse, mais par contre la question c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment est-ce que les enfants accèdent au sport? Comment est-ce que on accompagne au plus près les clubs, hein, les petits clubs qui font appel la plupart du temps d'ailleurs, qui fonctionnent grâce aux bénévoles, qui fonctionnent grâce à l'engagement citoyen, hein, de parents, de gens. Voilà. Donc comment nous on fait pour pouvoir les soutenir aussi, hein. Je pense que notre réseau de délégations conseils en France nous permet aussi d'être au plus près de ces questions-là. Et je pense que c'est essentiel. Dans les partenariats aussi qu'on va nouer, hein, je pense à notre partenariat avec la Fédération de basket, on soutient le 3-3, qui est une façon de rendre extrêmement accessible finalement le basket et d'être au plus près des joueurs, hein, qui vont prendre un ballon et qui vont aller sur un terrain à côté de chez eux, et ce partout en France. Oui, effectivement, cette relation et ce travail des marques également vers le monde amateur, c'est un point important. Ça sera sans doute, certainement, peut-être le thème d'un futur débat, hein, avec Sportsora. Oui, merci beaucoup Bruno, merci à tous. Effectivement, on a ce sujet en fait de l'engagement responsable dans le sport, qui est un des sujets importants développés par Sportsora, parce qu'on a créé une commission même spécifique sur ce sujet-là, et c'est un sujet que l'on vous réadressera dans un prochain webinaire, effectivement d'ici le mois de juillet, en essayant de vous être utile. Alors je vous ai entendu, hein, Cécile, il n'y a pas qu'être utile, il faut aussi être en capacité de divertir. Bon là, on va peut-être attendre un petit peu pour être en capacité de vous divertir avec nos événements Sportsora, mais en tout cas vous être utile. Sachez que on a porté auprès de l'exécutif du ministère des Sports, de l'Élysée, de Matignon,
cette semaine un certain nombre de mesures, en particulier, je crois que c'est Stéphane qui y a fait référence, des mesures qui pourraient être des mesures incitatives pour les partenaires, pour qu'ils restent partenaires, parce même si on vous entend aujourd'hui, une des craintes quand même que l'on a, c'est que certaines marques se désinvestissent du sport. Donc, on est très, très engagé sur ces sujets-là pour que ça ne soit pas le cas, puisqu'on sait que le sponsoring peut contribuer entre 20 et 50% du modèle économique des détenteurs de droits. On aura d'ailleurs, pour information, à 15h, une conférence, une visioconférence avec la ministre des Sports et une quinzaine de marques partenaires membres de Sportsora sur ces sujets-là. Donc, le combat continue et nous essaierons de continuer à vous être utiles dans l'intérêt général du sport. Un grand merci à tous les intervenants. Stéphane, merci beaucoup parce que tu as été très, très utile et tu nous as beaucoup aidé dans la constitution de ce panel. Merci. Merci Jean-François, merci Cécile de votre présence. Je sais que le temps est toujours compté parce que cette période-là, tout le monde travaille quand même beaucoup. Donc, merci de votre temps. Merci Bruno, notre partenaire, et d'avoir animé de main de maître ce débat. Merci à Bisport qui nous accueille aujourd'hui, qui nous accueillera aussi le 29 mai puisqu'on aura notre prochain webinaire aura lieu à cette date-là. Merci à la team Sportsora qui est toujours extrêmement engagée à mes côtés pour vous être utile dans cette période bien particulière. Un grand merci à tous et puis à très bientôt. Merci Magali. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.